Mercredi 18h, c'est l'heure de retrouver Florence et Régine pour l'instant clé des familles et c'est pour le mois de mars. Bonjour mesdames. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Bienvenue dans l'instant clé des familles, votre rendez-vous mensuel pour explorer les initiatives qui font vibrer le cœur des familles. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, tous les parents qui ont des tout-petits, qui ont des enfants. Nous allons vous parler de l'utilisation raisonnée des écrans avec les tout-petits, autrement dit, du bon usage des écrans avec les tout-petits, sans culpabiliser les parents, bien sûr. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voir votre enfant se rouler par terre de frustration quand vous éteignez la télévision ou l'écran de votre iPhone ou d'iPad? Oh oui. Pourquoi cette réaction semble-t-elle si excessive? Alors ça, je ne peux pas le dire. Mais ce n'est pas nous qui allons le dire. Qui allons répondre. Voilà, aujourd'hui, nous avons une invitée. Une invitée, oui. Il s'agit de Catherine Hardy-Mallet, une professionnelle de la petite enfance et experte du sujet. Ça tombe bien, on va lui demander en direct. Oui. Bonjour Catherine. Bonjour Régine. Alors à côté de moi, il y a Florence. Tu ne la vois pas, mais elle t'entend. Oui, bonjour Catherine. Voilà. Bonjour. Voilà, nous avons préparé ensemble cette émission, mais avant, nos auditeurs, ça serait chouette si tu pouvais te présenter, et après on te posera quelques questions à laquelle j'espère que tu auras envie d'y répondre. Avec plaisir. Donc je suis Catherine Hardy-Mallet, infirmière puéricultrice de formation initiale et donc professionnelle de la petite enfance. Depuis 6 ans indépendante sous le nom de Dessin d'enfance. Je suis formatrice auprès des professionnels de la petite enfance et de l'enfance entre 0 et 6 ans pour les modes d'accueil collectif individuels et puis les écoles maternelles. Je suis également intervenante, analyse de pratiques professionnelles, individuelles et collectifs. Et puis dernièrement, j'ai été certifiée coach pour accompagner les professionnels de la petite enfance et de l'enfance et les familles sur un parcours de prise de confiance et de mise en action. Voilà. C'est lors d'une conférence que tu as donnée dans notre région, à Saint-Père-en-Retz, que j'ai fait ta rencontre où tu parlais de l'utilisation raisonnée des écrans pour la petite enfance. Et j'ai vraiment bien aimé ton approche. Et c'était un peu ça qu'on avait envie de faire passer au niveau des auditeurs. Merci beaucoup. Oui, effectivement, c'était lors de cette soirée. Voilà, on va te poser quelques questions si tu veux bien y répondre. Et puis si tu veux rajouter d'autres choses, bien à toi. Alors, la première question que je me pose, moi, c'est pourquoi donne-t-on finalement un écran aux tout petits? L'écran, c'est un outil qui est arrivé dans les familles il n'y a pas très longtemps. Et effectivement, maintenant, on le donne assez facilement aux enfants, aux tout petits. Peut-être pour plusieurs raisons, c'est peut-être ça qu'on va aller chercher. C'est quel est l'intérêt pour l'adulte de donner cet écran? Alors ça peut être peut-être pour partager quelque chose avec lui à un moment donné, une musique, une photo. Voilà, mais ça peut être aussi peut-être de l'éducatif. Il existe maintenant des choses intéressantes, des sites intéressants. Et puis, la dernière raison, ça peut être, moi je le nomme le doudou numérique. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que c'est qu'un doudou numérique? Oui. On sort cet écran quand en fait on veut éloigner l'enfant de soi. Alors éloigner, c'est un grand mot, un gros mot peut-être, mais c'est-à-dire quand on n'a pas le temps, quand l'enfant doit patienter, quand on a une émotion où on va pas prendre le temps de gérer, donc on lui donne l'écran. Et forcément, il va être passionné par ce... Oui, d'accord. Ce doudou numérique, on voit bien, même nous en tant que grands-parents, que ce téléphone joue l'action de faire passer du temps pendant que maman, grand-mère ou autre prépare autre chose ou regarde autre chose. Mais peux-tu nous expliquer, Catherine, pourquoi les tout petits réagissent si fortement quand on leur coupe cet écran?
C'est surtout ça qui marque les esprits quand on voit dans les magasins des parents qui enlèvent leur smartphone d'un seul coup et qu'on entend un cri, on dirait qu'on l'égorge, ce petit. Mais pourquoi ils ont ces émotions-là? Eh bien, justement, parce que peut-être que cette émotion était là avant aussi, qu'il ait cet écran à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on leur donne l'écran pour qu'ils patientent, ou pour arrêter une émotion peut-être un peu forte qu'on n'a pas le temps, qu'on prend pas le temps de gérer, eh bien, l'écran capte le cerveau de l'enfant. Ce cerveau est immature, tout petit, les moins de 3 ans. Son cerveau va grandir, va évoluer. Il faut savoir que son poids pendant ces 3 premières années de vie va être multiplié par 3. C'est l'organe qui grandit le plus dans cette période-là et tout au long de sa vie. Alors, à la fin de ses 3 ans, l'enfant a presque son cerveau adulte. Donc, pour dire à quel point il est immature pendant cette période-là et à quel point il grandit très très vite. Donc, l'écran vient bloquer ses perceptions extérieures et le fasciner avec cette fameuse lumière bleue là qui le capte et qui le happe en fait. Donc, quand on lui enlève, il ne sait même plus où il est en fait. Il a été complètement absorbé par ce qu'il voyait, sans forcément comprendre d'ailleurs. Mais il se retrouve dans le monde réel, autour de personnes qui le regardent, et son émotion est tellement forte qu'il, j'allais dire, il explose entre guillemets. Elle ressort cette émotion. Alors, dans ces moments-là, est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les besoins fondamentaux des enfants? Est-ce qu'on les identifie? Alors oui, il y en a plusieurs. Il y a le tout premier, ça va être le besoin de lien d'attachement, le besoin d'attention. Le deuxième, ça va être le besoin de repères et de rituels. Et puis, je vais les développer si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. Et puis le troisième, le besoin de décharge émotionnelle et de transition douce. Dans le besoin de lien d'attention, l'écran vient réduire sa confiance en lui face aux autres. Il ne peut pas comprendre qui est l'autre et qui il est lui-même s'il est happé par cette émotion captée dans cet écran. Pour grandir et se comprendre, il a besoin de l'être humain. L'écran l'empêche ça. Vraiment, ce lien n'est pas possible quand il y a l'écran. Ensuite, le besoin de repères et de rituels. L'écran propose des moments environnementaux hors du temps, entre guillemets. C'est-à-dire que on le voit chez l'adulte, quand on se capte sur un écran pour patienter, on perd la notion du lieu. L'enfant, j'allais dire entre guillemets, c'est pire, puisqu'il est complètement dépendant de l'adulte, donc il ne maîtrise pas l'environnement qui l'entoure. Donc voilà, ce besoin de repères et de rituels est complètement hors du temps avec l'écran en fait. Et puis le besoin de décharge émotionnelle et de transition douce. En fait, l'écran coupe l'émotion de l'enfant, qui reste présente à l'intérieur, puisque les hormones qui ont été sécrétées sont toujours là, mais l'enfant n'a pas été capable de la gérer. Donc quand on enlève l'écran, en fait, sa gestion d'émotion ressort encore plus, enfin ce besoin de gestion d'émotion ressort encore plus, et c'est pour ça qu'ils font des colères très très fortes, et qu'on a beaucoup de mal à atténuer et à calmer. Justement, on a beaucoup de mal, et est-ce que, sans dire que tu es une magicienne, que tu as une baguette magique pour faire disparaître ces crises de frustration, comment on peut accompagner ces moments délicats? Comment nous, médiateurs, comment nous, parents, comment nous, grands-parents, on peut aider ces enfants à passer ce cap et à l'expliquer aussi aux parents en tant que médiateurs? Alors, j'aime beaucoup le fait que je n'ai pas de baguette magique. C'est pas moi qui l'ai, c'est sûr. Je me permettrai de dire que c'est en essayant de réduire ces moments d'utilisation de doudou numérique.
c'est-à-dire moins on utilisera les écrans pour gérer, nous, en tant qu'adultes, les émotions de notre propre enfant, et moins on aura des situations comme ça difficiles à gérer nous-mêmes. Donc, utiliser l'écran que sur des moments très précis où le lien avec l'adulte est présent. Ne pas laisser l'enfant seul devant l'écran. Mettre des mots sur ce qu'il peut voir, sur ce qu'il peut ressentir. Et puis en parler après, une fois que l'écran est éteint. C'est surtout cette transition entre le visuel de l'écran et on enlève l'écran qui fait que l'enfant est perdu dans ce monde qui l'entoure. L'adulte doit poser des mots sur reviens avec moi, qu'est-ce que tu as vu pendant cette musique, cette photo, qu'est-ce qui t'a plu, le faire se questionner, le faire parler autant que possible, le faire se souvenir. L'écran ne permet pas l'acquisition du souvenir, ni du partage d'ailleurs. Il enferme l'écran. Donc, ce que tu proposes, c'est un petit peu ce qu'on propose aussi quand on fait une lecture partagée, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas un livre à un tout petit en lui disant « débrouille-toi ». C'est d'accompagner ces moments de partage avec un écran, leur expliquer, leur demander un retour et ne pas leur laisser comme un babysitter, quoi, hein, un outil babysitter. Pendant ce temps-là, on fait autre chose. C'est ça dont tu parles. C'est important d'accompagner l'enfant dans cette approche du numérique, même si on peut toujours dire que il peut faire autre chose, une belle balade ou autre chose que de regarder un écran. Mais des fois, avoir sa grand-mère au téléphone, voir son grand-père en visu, ça peut être intéressant pour grandir aussi, pour faire connaissance et créer du lien. Mais pas comme doudou numérique, comme tu le disais. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est un outil qui, je pense, ne peut pas être zéro écran. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, c'est très compliqué en tant que parent. Et même pour les enfants, à l'école, en maternelle, parfois il y a des tablettes. Ils vont vivre avec. C'est une génération qui va grandir et qui va travailler avec. D'ailleurs, leurs parents travaillent avec. Donc, c'est leur apprendre que c'est un outil qui va avoir sa place dans leur vie, mais à des moments très précis et pas tout le temps. Parce qu'effectivement, il coupe le lien du moment, de l'instant, du lieu présent. Par contre, oui, c'est un formidable outil de communication avec quelqu'un qui est éloigné. Très clairement, une visio avec un des parents qui est en voyage professionnel, c'est quand même très bénéfique pour l'enfant. Mais ça ne doit pas être, comme tu dis, une babysitter numérique, un doudou numérique juste parce qu'il est tout seul, en fait. Ça ne doit pas être une occasion d'être tout seul. Oui, merci Catherine pour toutes ces précisions qui sont très riches. Et finalement, pourrais-tu nous dire comment on pourrait aller vers une utilisation raisonnée des écrans? Aurais-tu des recommandations à proposer aux parents? Je suppose que nos auditeurs en seront friands. Peut-être poser un cadre clair et rassurant par rapport aux écrans. Mais comment fait-on alors? Oui. Alors peut-être soi-même en tant qu'adulte, prendre la mesure, identifier un peu le temps que nous-mêmes nous passons devant nos écrans. Les enfants, les tout petits grandissent en nous imitant. C'est leur fonctionnement. Voilà, ils ne sont pas ils sont dans l'analyse de ce qu'ils voient et ils reproduisent. D'où l'importance de la valeur pardon de te couper, de la valeur de l'exemple parental. Très clairement, très clairement. Parental, mais aussi, j'allais dire, tous les professionnels qui gravitent autour de l'enfant, pas que oui. Parental. Et puis, donc voilà, prendre la mesure que quand on est dans la même pièce que l'enfant, si on a l'écran, est-ce vraiment essentiel d'avoir cet écran dans les mains? Est-ce que ce message ou je sais pas, ce réseau peut pas attendre un petit peu, voilà, le temps que l'enfant
soit lui-même occupé ou couché pour regarder nos écrans de loisirs. Et puis tout simplement être avec lui, parce qu'il va grandir, parce qu'on va lui parler, parce qu'on va raconter des histoires avec le livre, comme tu disais Régine, vraiment, ces histoires partagées avec ces émotions expliquées. C'est très très important pour les tout petits. Informer. Ouais. Je pense qu'on a une génération de jeunes parents qui ne sont pas informés de ce qui se passe avec les outils numériques, parce que même nous, grands-parents, enfin moi-même, j'ai toujours mon téléphone en main. Mais voilà, en vous écoutant, c'est ce que je me disais. Je me dis, mais c'est vrai que l'enfant, s'il visualise des parents tout autour de lui qui sont sur leur écran, sur leur smartphone, devant la télé, quel message quel est le message, quoi. Il capte le message que s'ils sont sur le téléphone, sur les écrans, c'est que c'est bien, puisqu'ils prennent du plaisir, ces parents. Donc pourquoi moi, je n'en prendrais pas? Donc on a peut-être aussi un travail... Nous, en tant que parents, en tant que médiateurs, de retravailler cette idée de qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants. Parce que, en effet, j'en parlerai tout à l'heure sur un livre que je vais vous présenter, il y a quand même une pandémie numérique qui est assez on ne connaît pas encore les résultats, quoi. Tout ça. Ça commence. Il y a des charges, il y a des études qui sont faites. Catherine, donc le premier point, c'était poser un cadre clair. Et tu nous as dit comment, c'est-à-dire principalement par le truchement de l'exemple. Y a-t-il d'autres recommandations ou... Alors, peut-être choisir des contenus adaptés, évidemment, parce que maintenant, les écrans, nous avons des images... On a accès à tout, en fait, au travers d'un écran. Alors, nous-mêmes, mais ça veut dire aussi que nos enfants aussi. C'est très facile, au jour d'aujourd'hui, de prendre un téléphone et de tomber sur des images qui ne concernent pas les enfants. Donc, prendre la mesure de ça. Je pense qu'en tant qu'adulte, il faut vraiment peut-être comprendre ce que l'enfant ne peut pas accepter sans vouloir lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des images qui vont vraiment l'empêcher de grandir sereinement. Et prendre la mesure de ça. Choisir du contenu adapté à l'enfant et avec nous, en présence de l'adulte. Qu'on soit avec lui pour échanger sur ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il aurait envie d'échanger avec nous, ce que ça lui rappelle. Aller vers le souvenir et l'anticipation. L'écran ne permet pas ça. Ne permet pas l'acquisition de la prise de conscience du temps et du lieu. C'est vraiment l'adulte, le parent qui va accompagner l'enfant dans cet apprentissage-là. Ça peut se faire avec un écran, mais avec l'adulte, pas tout seul. Le partage, absolument. Eh bien, je pense que nous arrivons, merci Catherine, au terme de notre échange très riche, très fécond, qui va donner beaucoup de pistes aux parents, n'est-ce pas? Oui, j'espère que ça va nous permettre aussi de rebondir dans nos médiations. Et peut-être que tu seras une de nos invitées en présentiel bientôt. En tous les cas, nous essaierons, comme tu le disais, le contenu est important et je pense que nous pourrions faire une seconde émission sur la présentation de quelques contenus. Peut-être d'abord que toi, tu les visualises pour nous dire si c'est bon, enfin que moi j'ai testé avec des enfants qui sont vraiment très très bons. Mais toujours en temps partagé, ça c'est important. On va essayer de bien noter ça en temps partagé. Merci en tout cas Catherine Hardy-Mallet pour cette présentation, pour toutes ces réponses à nos questions. Je rappelle donc vos contacts. Sur Facebook, c'est Catherine Hardy-Mallet ou Dessin d'enfance, dessin écrit D-E-2-S-E-I-N-S d'enfance. Et votre mail, c'est contact@dessindenfance.fr. Merci beaucoup à vous. Coordonnées qui seront mises sur on les mettra en lien, radio, le site de Radio Jade et de Clé des familles. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci, à bientôt Catherine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mesdames, on poursuit avec la rubrique Les coups de cœur des passeurs de rêves.
Régine. Oui, pour suivre un petit peu l'intitulé de notre entretien aujourd'hui sur les écrans, je viens de découvrir en préparant l'émission un ouvrage qui n'est pas de littérature de jeunesse, mais qui intéresse tous les parents, tous les grands-parents et tous les médiateurs, qui s'appelle « L'enfant écran » ou « Comment échapper à la pandémie numérique » de Sylvie Dieu-Ossica et Éric Ossica aux éditions Grasset. Alors, ce n'est pas un livre qui fait peur comme ça aux parents. On ne veut pas culpabiliser, mais même moi, en tant que geek, j'ai eu des frissons à le lire parce que, en effet, avant 3 ans, on peut faire beaucoup plus de mal que de bien avec les écrans. Et pourtant, je ne suis pas contre les écrans, mais les écrans accompagnés, oui. Et ces 2 pédiatres travaillent ont monté une association qui s'appelle Cause, C majuscule O-S-E, qui est un collectif de surexposition des écrans. Et donc là, ils font une approche de ce qui se passe avec des chiffres réels et donnent des solutions pour pouvoir aider les adultes qui accompagnent les enfants sur comment faire. Comme le disait Catherine, comment on appelle ça quand on supprime, pour supprimer cette addiction dès la petite enfance. Puisqu'on parlait tout à l'heure des enfants en dessous de 3 ans même qui Oui, c'est en dessous de 3 ans. Oui. Et dans ce livre-là, ils reçoivent des enfants qui ne parlent pas, qui n'expriment rien, qui ont des yeux dans le vague. Et au bout de quelques temps de sevrage, voilà, c'était le mot que je cherchais, au bout de quelques temps de sevrage, retrouvent la réalité, en fin de compte. Ils sont dans un monde de science-fiction et ils retrouvent la réalité. Et donc, c'est possible. Il faut pas avoir peur, se dire « Oh là là, qu'est-ce que je fais comme mal à mes enfants ?» Simplement prendre conscience de ce qui se passe, non pas pour culpabiliser, mais voilà, prendre conscience que on peut faire des dégâts avant 3 ans. Il faut le savoir, quoi. Il faut le savoir. Et je vous conseille ce livre-là que j'ai lu comme un roman, qui n'est pas un roman, mais qui se lit très très facilement et qui vous donne des pistes tant au niveau des parents que des grands-parents, que des médiateurs, bibliothécaires et compagnie. On peut répéter le titre? Alors, le titre, c'est « L'enfant écran » ou « Comment échapper à la pandémie numérique ». C'est toi, d'ailleurs, Florence, qui m'avait envoyé le lien de ce livre-là. Oui, c'est ça. Puisqu'on était en train de faire des recherches sur, pour passer un petit peu de la pratique à la théorie. C'est vraiment un livre que nous vous conseillons. Très bien. Et pour passer un peu en littérature de jeunesse, j'ai 2 ouvrages aux éditions Rouergue, du même auteur, Christian Volst, et qui a écrit Loupé, écrit et illustré, et Au travail. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que l'histoire se passe en images. C'est un illustrateur qui utilise des outils, des objets recyclés, mais qui aborde d'une façon humoristique la problématique des écrans. Par exemple, dans Loupé, c'est un papy qui attend un bus. Lui, il regarde les petites fourmis qui sont devant lui et il a à côté un grand adolescent qui passe son temps à regarder son smartphone. Et il regarde tellement son smartphone qu'il oublie de monter dans le bus. Voilà, mais c'est fait d'une façon humoristique, c'est pas pour culpabiliser, mais voilà, c'est ce qui se passe. On regarde pas assez ce qui se passe autour de nous. Et Au travail, c'est un livre qui est sorti en septembre, je crois, 2024, et qui aborde l'écriture générée par ChatGPT, l'intelligence artificielle qui génère des textes, jusqu'où on peut avoir, entre guillemets, des grosses... pas des erreurs, mais des choses qui sont... des erreurs. Ouais, on appelle ça des hallucinations, mais voilà, c'est des choses qui sont un peu... si on n'y fait pas attention, on peut tomber à apprendre des choses qui sont fausses. Quoi. Et donc, tout doucement, ça peut permettre des débats dans la famille. Et ça, c'est très d'actualité. Aux éditions Rouergue. Alors, moi, je vais vous parler d'un petit album très simple, je dirais presque simplissime. C'est un imagier qui s'appelle « Bonjour, bonne nuit ». C'est écrit par Hubert Poirot-Bourdin, c'est publié aux éditions Sarbacane, dans la collection Sarba Bébé. Ça vient de sortir, 2025. Et en fait, bonjour, bonne nuit, ce sont des mots que l'enfant, dès qu'il est tout petit, entend. C'est important, des mots importants. Le matin, bonjour. Pour le soir, bonne nuit. Et donc, dans cet album-là,
l'enfant découvre sur une page de gauche l'animal, l'animal, oui, c'est ça, qui vit le jour. Donc il dit, non pardon, qui vit le jour. Un rouge-gorge, ça vit bien le jour, n'est-ce pas ? Donc on lui dit bonne nuit. Et lui-même, le matin, quand ils se croisent, parce qu'ils se croisent toujours au moment de la fin de la nuit et du début du jour, ces animaux-là, de la page de gauche et de la page de droite. Et donc, le rouge-gorge dit à la chouette « Bonjour chouette !» C'est très mignon, très très mignon. Album cartonné, n'hésitez pas, c'est joli petit imagier pour à partir de 2 ans. C'est très très bien. J'enchaîne sur un autre album cartonné, là, des éditions Kiman, en fait, qui s'appelle Cache-Cache dans la forêt, illustré par Dawn Matchell. Et ça, c'est un petit album sympathique qu'on peut feuilleter, et c'est cartonné, donc l'enfant peut le bien sûr manipuler tout à son aise et toucher aussi, parce que il y a des matières. Oui, il y a de la matière, de la feutrine qui cache par exemple un aigle. Donc le thème c'est partons en balade dans la forêt. Qu'est-ce qui se cache dans la forêt ? Puis après c'est le froid, et ensuite c'est le hérisson. Donc évidemment derrière la petite feutrine marron, comme la terre d'ailleurs, dans laquelle se cache le hérisson, eh bien il y a un hérisson. Et les légumes, donc c'est très sympathique aussi. Là, c'est publié, c'est 12 pages, c'est un album cartonné, comme je vous disais. C'est aussi un imagier, finalement. Et là, à partir de 12 mois, parce que les enfants tout petits aiment manipuler, toucher, ils adorent ça. Et découvrir la forêt en même temps. Donc, n'hésitez pas, cache-cache dans la forêt. On va retrouver toutes ces références en lien sur le site de Jade FM et sur votre site, j'imagine. Clé des familles. On passe maintenant à l'agenda. C'est bien ça, mesdames ? Oui, c'est ça, l'agenda du mois, donc du 13 mars au 9 avril. Que se passe-t-il à la Clé des familles ? Les activités seront celles de la Clé des Bambins les lundis 17 mars, 24 mars, 31 mars, de 10h à midi, au centre Pornic de Montval. Donc vous êtes habitués maintenant. Tous les lundis, hors vacances scolaires, il y a la Clé des Bambins pour les 0 à 3 ans. Voilà, les tout petits, avec leurs parents, et c'est fort sympathique dans un lieu magnifique. Il y a aussi bien sûr la Clé des possibles. Là, c'est le mercredi de 10 à 12. Donc ça sera les 19 mars, 26 mars et 2 avril, puisque les vacances scolaires démarrent juste après. Et tout ce mois-là, toutes ces 3 séances-là seront consacrées aux contes. Et le premier, le 19 mars, eh bien, ça sera le Jacques et le haricot magique, avec en plus une balade dans le parc de Chauvet. Il y a des haricots magiques aussi ? Oui. Ouais. Oui, on va aller les chercher dans les arbres. C'est dit. Tout un programme. Et le 22 mars, n'hésitez pas à aller jusqu'à la médiathèque de Port-Saint-Père. Non, de Saint-Père-en-Retz. Oh, pardon, de Saint-Père-en-Retz. Là, il n'y aura personne. Pardon. De la médiathèque de Saint-Père-en-Retz, parce que de 10h à 11h15, il y a une séance des petits explorateurs d'histoire animée par Régine, et ça portera sur l'éveil des sens au printemps. C'est bien ça, Régine, hein ? Oui. Mais je ne serai pas toute seule, on est plusieurs à animer. Bon, très bien. Ben voilà, le programme vous est annoncé, donc n'hésitez pas. On le retrouve aussi sur votre site. Bien sûr. Sur l'agenda. Sur l'agenda. Rubrique agenda. clédesfamilles.fr. Bien sûr. .org, pardon. Et puis, dans différents autres supports, par exemple, Info Local. C'est ça, le filon. Enfin bon, voilà. Ouais. Donc, si vous ratez, c'est que vous n'avez pas cherché. Et que vous ne voulez pas venir nous voir. Voilà, merci beaucoup, mesdames. Merci Valérie. Merci Valérie. Merci Florence. Merci Régine. Merci à notre stagiaire qui est là, qui nous a écoutés. Qui est sur son écran. Qui est sur son écran, parce qu'elle fait un résumé.
Voilà. À bientôt. Merci les auditeurs. Au revoir. Au mois prochain. Et aux auditeurs. Au revoir.